Bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue à ce rendez-vous habituel des vendredis des webinaires du risque. Nous sommes très heureux aujourd'hui d'accueillir Hélène Levasseur d'Architecture sans frontières. Et puis je suis très heureuse de vous accueillir toutes et tous nombreux et nombreuses. On a un nombre assez important d'inscrits aujourd'hui et nous sommes très heureux. J'espère les voir nous rejoindre. Là, je vois dans la salle d'attente les gens défiler. Je tiens tout d'abord à remercier ma collègue Valérie Vermeulen, que vous voyez cachée derrière le logo du risque, qui est la chef d'orchestre de nos webinaires et qui, elle, assure la coordination. Si jamais vous avez des questions ou que vous voulez proposer des webinaires ou des sujets intéressants, n'hésitez pas à lui écrire. Elle va mettre son adresse courriel dans le chat. Le fonctionnement des webinaires, je pense que maintenant on est habitué. Donc, vous pouvez poser des questions dans le chat au courant de la présentation d'Hélène. Et puis ensuite, il y aura une période de questions, de communication, conversation. C'est sûr, le sujet est très intéressant aujourd'hui, comme d'habitude, comme nos webinaires du risque. Et puis, très, très bientôt, on va pouvoir aussi commencer. Donc, permettez-moi, s'il vous plaît, de prendre un petit moment de présenter notre invité aujourd'hui et de présenter aussi le sujet. Premièrement, mon nom est Manel Jemel. Je suis la directrice développement et partenariat au risque et j'ai la casquette aussi d'animatrice des webinaires du risque. Je suis très flattée de vous voir nombreux et nombreuses à nos webinaires du vendredi. Donc, après les inondations 2017-2019 vécues au Québec, un événement très important qui nous a marqué, une des questions qui s'est aussi posée, c'est comment adapter et comment observer nos bâtiments et nos constructions vis-à-vis des inondations. Donc, Architecture sans frontières Québec, il présente un nouvel outil inédit au Québec comme au Canada qui vise à accélérer l'adaptation et la résilience d'une collectivité exposée aux inondations. Ce projet-là, il a été lancé le 29 mars dernier. Il a été officiellement annoncé à travers l'adaptation des habitations suite aux inondations, mesures d'adaptation résilientes qui sont conçues pour accompagner les propriétaires, les professionnels du bâtiment et autres parties prenantes lors de la préparation des travaux préparatifs de reconstruction suite à un sinistre lié à l'eau. Donc, notre invitée aujourd'hui, Hélène Levasseur, elle est directrice de recherche et d'éducation chez Architecture sans frontières Québec, où elle contribue aussi depuis mars 2020 au développement du programme de résilience climatique. Elle est également professeure invitée à l'École d'architecture de l'Université de Montréal et détient un doctorat en aménagement, une maîtrise en sciences de l'environnement et un baccalauréat en design de l'environnement, et non le moindre. Donc, depuis 20 ans, elle s'intéresse aux approches transdisciplinaires et à la conception architecturale. Ses projets actuels, qu'ils portent sur l'adaptation des bâtiments aux inondations ou aussi sur les gestes architecturaux qui favorisent l'inclusion des personnes en situation d'itinérance, ont pour objectif commun l'amélioration de la résilience communautaire. Hélène a donc à cœur les communautés et leur résilience vis-à-vis des inondations et tout autre sinistre anthropique qui peut toucher l'être humain. Très heureux, nous sommes très heureux et très heureuses de t'accueillir aujourd'hui, Hélène. Bienvenue. À toi la parole, ma chère. Merci Manel pour l'accueil et la présentation. Merci aussi Valérie pour l'invitation et l'organisation. Donc, je suis vraiment heureuse d'être là avec vous. Donc, sans plus tarder, je vais partager mon écran, puis on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Hop, top, top, top. J'essaie de mettre en mode écran, plein écran. Et voilà. C'est bon? C'est parfait, excellent. C'est parfait, génial. Donc voilà, je ne me présenterai pas davantage parce qu'Emmanuel l'a très bien fait. Donc, bienvenue à la conférence qui s'intitule Habitation et inondation. Donc, comment s'adapter? Aujourd'hui, dans le fond, je vais vous présenter une très brève introduction de Architecture sans frontières. On est qui, on fait quoi, on vient de où? Je vais vous présenter aussi le contexte de la réalisation des fiches habitation et inondation que je vais vous présenter tout à l'heure. Ensuite, je vais vous présenter les fiches en tant que telles. Je vais aussi parler du développement parce qu'il y a beaucoup de choses sur la table en ce moment. Puis enfin, j'espère avoir du temps qui reste pour discuter avec vous, prendre vos impressions, prendre vos commentaires et faire avancer la réflexion. Donc, brièvement, Architecture sans frontières, on est le bras humanitaire de l'Ordre des architectes du Québec.
cette année, on fête notre 15e anniversaire. Donc, la mission globale de l'organisme, c'est de renforcer les capacités des communautés en situation de vulnérabilité en engageant le secteur de l'architecture. Donc, on est bien Architecture sans frontières et non architecte. On n'est pas que des architectes à bord. Donc, quand on pense à l'architecture, on pense au design du cadre de vie, plus largement que seulement l'architecture en elle-même. On a différents programmes dans le fond, sans dire qu'on travaille en silo, on a quand même 6 thèmes différents dans lesquels on articule nos projets, donc la coopération internationale. Par exemple, présentement, on est en train de co-construire une école en Tanzanie. On a aussi des projets en habitat autochtone, en résilience climatique, c'est de ce que je vais vous parler plus en profondeur aujourd'hui, en solidarité urbaine. Manel l'a avancé tout à l'heure, donc on a des projets de recherche, mais aussi des projets sur le terrain qui visent à renforcer les capacités des personnes en situation d'itinérance. Donc, on s'intéresse beaucoup à leurs droits à la ville, comment habiter la ville sans ancrage au logement. On a un grand programme d'économie circulaire. Donc, notre principale action là-dedans, c'est qu'on est propriétaire de Éco-Réno, qui est comme un Réno-dépôt, une quincaillerie de matériaux recyclés ou de matériaux il peut y avoir même des matériaux neufs à l'intérieur, par exemple des fins de ligne de portes et fenêtres. Donc, tout ça peut se ramasser chez Éco-Réno. On a pignon sur rue sur Saint-Laurent. Et enfin, l'autre, c'est l'éducation architecturale. Donc, peu importe le programme dans lequel le projet se situe, on fait énormément de conférences, on est présent dans les universités, on fait aussi de la communication auprès des communautés elles-mêmes. Donc, aujourd'hui, le principal de mon sujet va porter sur l'adaptation aux inondations. Donc, ici, j'ai mis plein d'images. Donc, la première en bas, c'est cohabiter avec l'eau. Ça, c'est un état de la connaissance sur l'adaptation des bâtiments aux inondations qu'on a publié en avril 21. Dans le fond, c'est un mandat qu'on a eu avec la communauté métropolitaine de Montréal. Qui eux-mêmes avaient un mandat du gouvernement du Québec d'informer sur les bonnes pratiques en zone inondable et aussi d'alimenter la réflexion sur l'adaptation du cadre bâti aux inondations. Donc, c'est une revue de littérature, c'est aussi un guide dans lequel il y a beaucoup de pistes de réflexion. Donc, c'est un appel à la recherche un peu qu'on a fait. Découlant suite à ce projet-là en 2021, c'est là qu'on a commencé le grand projet qui a mené à la publication des fiches que je vous présente aujourd'hui. Je vais vous parler un peu de la genèse de ce projet-là ultérieurement. Puis aussi, depuis 3 ans, on est très actifs. On fait des webinaires, on fait des conférences, on participe à des grands rassemblements comme on était à Adaptation Future la semaine dernière. Donc, on présente notre travail, on fait beaucoup de sensibilisation. Donc voilà, habitation et inondation, ça c'est la page couverture du guide qu'on a lancé en mars 23 de cette année. Je vais vous mettre un peu en contexte ce projet-là. En fait, c'est un projet qu'on a réalisé grâce au risque. En fait, on faisait partie du premier appel à projet qui a été lancé en 2020. Donc, nous, on a débuté le projet comme tel en mars 20, à l'hiver 21. Ce grand projet de recherche-là, on l'a fait en collaboration avec le groupe Ariaction. Donc, vous devez probablement connaître Isabelle Thomas, professeure en aménagement à la Faculté d'aménagement à l'Université de Montréal. Donc, c'est en collaboration avec son équipe qu'on a fait ce projet-là qui s'appelait Architecture résiliente aux inondations, développement d'expertise et transfert de connaissances. Le but de ce projet-là, c'était de communiquer des stratégies adaptées aux réalités québécoises afin d'adapter le cadre bâti aux inondations. L'autre but, c'était aussi, pas indirectement, mais notre visée, c'est de voir à renforcer les capacités des personnes en matière d'adaptation du cadre bâti. Donc, j'ai dirigé ce projet-là, donc en co-direction avec Isabelle Thomas. Plusieurs collaboratrices de recherche ont travaillé avec nous sur ce projet-là, dont Delphine Ducharme, Héloïse Goussard et Marie-Lou Filiatro, qui étaient toutes affiliées à Ariaction et éventuellement, Delphine est venue chargée de recherche adjointe chez Architecture sans frontières. Et elle est
y est toujours. Ce projet-là, il a été réalisé, comme je l'ai dit, en collaboration avec Ariaction, donc l'Université de Montréal. On a aussi eu un appui officiel de l'Université Concordia via la professeure Pascale Biron. On avait l'appui de la Communauté métropolitaine de Montréal, de la SQI, donc la Société québécoise des infrastructures du Québec, et de la Société d'habitation du Québec. Les partenaires financiers, c'était le RISC, qui eux-mêmes bénéficiaient du Fonds de recherche du Québec, et on a aussi bénéficié de plusieurs bourses mi-taxes. Voilà. Donc, le projet, en fait, comme tout projet, c'est un peu né d'une lacune. Quand on parle d'inondation, c'est un fait, on parle de zones inondables, de récurrence, de débit, de hauteur d'eau, de digues, ou si on peut dire de digues qui cèdent. On parle de coûts liés on parle d'assurance. On parle aussi comment communiquer le risque. On parle de cartographie, on parle de comment planifier à l'échelle des bassins versants, mais on parle peu, en fait, du moins en 2020, 2021, on parlait peu des personnes, on parlait peu de leur maison. On ne parlait pas beaucoup des conséquences sur la qualité de vie des personnes qui habitent ces zones inondables-là. On parlait peu de la santé, peu aussi des dommages matériels. Donc, de là est née l'idée du projet avec Isabelle Thomas de vraiment participer à augmenter la capacité de résilience des personnes elles-mêmes. Donc, vraiment les prémunir, leur offrir des outils pour qu'ils puissent eux-mêmes voir à réduire leur propre vulnérabilité. Aussi, on s'est rendu compte qu'on parlait peu du bâtiment dans les différentes stratégies gouvernementales. Donc, l'outil qu'on a créé, il y avait aussi la fonction d'éclairer lors de la prise de décision, mais autant les personnes, mais on voulait aussi outiller les gouvernements locaux, gouvernements provinciaux. Et finalement aussi, c'est un outil que, oui, on veut augmenter la capacité de résilience en amont, mais l'outil qu'on a créé pouvait aussi accompagner les propriétaires lors de travaux de rénovation suite à un aléa. L'outil qu'on voulait faire aussi, est principalement pensé pour la construction existante, parce que justement, le cadre bâti qui est présentement vulnérable aux inondations, ben, c'est un cadre bâti qu'on a hérité du passé. Donc, c'est important de penser à comment mieux prémunir les gens qui habitent déjà ces zones-là problématiques. Mais aussi, on s'intéresse aux nouvelles constructions. Donc, certaines zones vulnérables aux inondations ou exposées au risque d'inondation peuvent être encore construites. On peut parler aussi de risques d'inondation résiduelle. Néanmoins, on s'intéresse quand même aux nouvelles constructions dans ces zones-là qui peuvent être construites. Avant d'aller plus loin, je vais faire un petit sondage à main levée. Donc, vous avez tous l'icône main levée sur votre écran. Donc, je vous laisse quelques secondes pour le repérer. Là, je vais voir en fait à qui je m'adresse. Dans la salle, est-ce que soit personnellement, donc en tant que citoyen et propriétaire ou locataire d'une habitation, ou dans votre cadre professionnel, est-ce que vous êtes confronté ou vous êtes concerné plutôt par les problèmes d'inondation en eau libre? Bon, c'est bien. Près une vingtaine de personnes. Laissez la main levée. Donc, on y va pour 20 plus ou moins. Est-ce que vous êtes concerné par les problèmes d'inondation urbaine? Donc, suite aux pluies intenses, suite au refoulement d'égouts, peu importe. Donc, laissez la main levée les premiers. Donc, je veux voir s'il y a des gens qui s'ajoutent. OK, pas tant, pas tant. Et l'autre question, je n'ai pas d'image, mais est-ce que lever la main, ceux qui à l'intérieur de leur maison ont des tuyaux, une laveuse, un chauffe-eau? Pas besoin de lever la main, là, mais je pense que ça devrait être 100% des personnes en théorie. Donc, l'outil qu'on produit, c'est pour l'adaptation aux inondations, mais c'est aussi pour comment cohabiter avec l'eau. En fait, ce qui est un peu farfelu au Québec présentement, c'est qu'on construit, dans les codes, on construit pour être résistant au feu. Donc, on fait des calculs de charge d'une maison, pour que la maison aussi puisse, je n'entrerai pas dans les termes techniques, là, excusez-moi, je parabole, mais
On va s'assurer qu'une maison ne s'effondre pas dans les premières minutes d'un incendie. Donc, on s'assure que les poutres, les murs porteurs ont une certaine résistance au feu. Même chose, les maisons doivent être conçues de manière à avoir une certaine résistance au tremblement de terre. Or, il n'y a à peu près rien dans le code présentement qui est pour avoir une certaine résistance à l'eau. Donc, l'outil qu'on a fait, oui, s'intéresse en premier lieu pour les personnes qui habitent les zones inondables, les personnes aussi exposées au risque d'inondation urbaine, mais en même temps pour tous ceux qui veulent mieux cohabiter avec l'eau, parce que personnellement, j'habite pas en zone inondable et j'en suis à mon 5e dégât d'eau dans mon sous-sol. Donc, voilà, il y a des tuyaux qui brisent partout. Donc voilà, ce qu'on fait aussi s'inscrit assez directement dans la stratégie nationale d'adaptation du Canada, dont la première version pour commentaire est sortie en 22. Là, présentement, la version officielle est aussi disponible. Mais il y avait plein de cibles intéressantes. Vous pouvez baisser vos mains si vous voulez, à moins que ça soit des vraies questions. Donc oui, les cibles qui nous intéressaient particulièrement dans cette stratégie-là, c'est que d'ici 2025, 50% des Canadiens auront pris des mesures pour se prémunir face aux risques liés au changement climatique. Donc, l'outil qu'on fait peut servir à ça, peut atteindre cette cible, peut contribuer à atteindre cette cible-là. Aussi, dans la stratégie nationale, on fait mention que d'ici 2027, donc ce qui est quand même très bientôt aussi, 75% des membres d'associations professionnelles, donc on peut penser aux membres de l'Ordre des architectes, mais aussi des urbanistes, des ingénieurs et même des comptables, auront des ressources, dans le fond, pour guider et renseigner les personnes sur l'adaptation au changement climatique, puis communiquer aussi les risques, mais aussi les bénéfices de cette adaptation. Donc, l'outil qu'on produit vise et est pensé dans cette même ligne directrice-là. Aussi, on est en complément, ou je dirais même qu'on est un peu précurseur face aux différents plans d'action aux stratégies nationales qui ont paru depuis, je dirais, les inondations, depuis, bon, il y a eu 2011, ensuite 2017, 2019. Par exemple, le plan d'action en matière de sécurité civile du ministère de la Sécurité publique, qui a été publié, si ma mémoire est bonne, en 2018. On parle de comment justement mieux planifier le territoire, mais ce qui est un peu surprenant, c'est que dans ce plan d'action-là, le mot bâtiment n'apparaît aucune fois. Ensuite, on a fait un petit peu mieux en 2020 avec les solutions durables pour mieux protéger le milieu de vie. Le mot bâtiment, il est dedans. On parle, par exemple, de l'importance de relocaliser certains bâtiments qui seraient dans des zones inondables à très haute dangerosité, donc avec un risque intense d'inondation. On parle aussi de prémunir certains bâtiments patrimoniaux. Par contre, on ne parle pas encore de l'habitation qui est exposée à un risque d'inondation faible ou modéré, alors qu'il y en a énormément sur le territoire. D'autres outils existent. Donc, dans le temps, plus le temps avance, plus des outils et des documents sont publiés. Ici, il y en a un que je mets, que j'aime beaucoup le travail du Centre Intact, qui font des fiches étape par étape. Donc, comment mieux prémunir une habitation avec des séries de gestes simples, aussi simples que nettoyer les gouttières, avoir des pompes pour évacuer l'eau. Donc, vraiment des gestes simples qui peuvent être mis en place en une fin de semaine avec très, très peu de moyens. Donc, nous, c'est à partir de cet outil-là, notamment, qu'on a décidé de pousser la réflexion un petit peu plus loin. Donc, de voir comment on pouvait vraiment concevoir une maison qui puisse mieux gérer le risque d'inondation. Donc, si l'eau venait à entrer à l'intérieur, quel type de mur devrions-nous privilégier et tout ça. Donc, voilà, on va rentrer dans le vif du sujet, mais avant, je dois toujours faire notre super mise en garde. Donc, en aucun cas, les fiches prescrivent des solutions définitives qui vont garantir une protection complète face aux inondations. Donc, peu importe le niveau de préparation des personnes ou de l'adaptation d'un bâtiment, il est toujours primordial de suivre les recommandations gouvernementales, par exemple, si on doit évacuer. Et voilà, tout avis d'évacuation émis par les autorités lors d'une urgence ou en prévision de celle-ci doit être respecté. Donc, encore là, on va parler de mesures d'adaptation ou d'actions adaptatives et non de solutions définitives. Donc, au même titre qu'on
On prémunit nos maisons face au risque d'incendie en mettant un détecteur de fumée ou des portes coupe-feu. Ces mesures-là ne mettent pas à zéro les risques d'incendie dans une maison. Donc, voilà. Donc, ici, le tableau sommaire, un peu pour vous donner un exemple une idée de où on s'en va. Donc, on a divisé l'outil en 3 grandes catégories. Donc, il va y avoir des mesures clés, il va y avoir des mesures d'adaptation ou peut-être plus des mesures de résilience. On est en train de revoir certaines nomenclatures. Et ensuite, les mesures d'évitement. Les mesures clés, c'est les mesures qu'on devrait mettre en œuvre le plus rapidement possible. Donc, à peu près tout le monde qui ont un risque résiduel d'inondation devrait les mettre en œuvre assez rapidement. Et c'est souvent des choses qui sont assez simples à faire, donc qui engagent aussi un moins grand investissement financier. Ensuite, les mesures d'adaptation, les mesures de résilience, c'est les mesures qui visent à rendre un bâtiment plus résilient s'il y avait une inondation. Donc, si l'eau venait à entrer, donc quel type de plancher, quel assemblage architecturaux, dans le fond, va permettre à un bâtiment d'être plus résilient suite à un événement d'inondation. Et ensuite, la troisième catégorie, les mesures d'évitement, en fait, c'est les mesures qui sont les plus dispendieuses, qui vont souvent avoir un impact sur la fondation. Donc, on va parler de pilotis, de rehaussement de fondation. Donc, c'est vraiment les mesures qui sont les plus sécuritaires, si elles sont bien mises en œuvre, mais aussi qui sont les plus coûteuses. Donc, c'est aussi des mesures peut-être qui vont davantage... ça va être davantage mis en œuvre dans le cadre d'une rénovation extrême d'un bâtiment ou suite à un aléa où quelqu'un va décider justement de prendre le soutien financier pour vraiment augmenter substantiellement le niveau de résilience de sa demeure. Donc, les fiches sont toutes conçues de la même façon. Si vous avez comme un canevas de base, donc il va y avoir des images, on s'est forcé suite à nos nombreuses itérations et nombreux focus group aussi. En fait, juste vous dire, avant d'aller plus loin, il y a à peu près une quarantaine de professionnels qui ont participé au développement et aux itérations de ces fiches-là. Et on a fait aussi plusieurs focus group avec des personnes que je dirais néophytes, donc des gens qui ne connaissent pas vraiment l'architecture, mais qui sont concernés par l'adaptation des bâtiments, donc à savoir que le vocabulaire utilisé était convenable, et voilà. Donc, les fiches, c'est ça. On s'est efforcé aussi de présenter souvent plusieurs typologies d'habitation. Donc, ici, on a l'exemple d'un triplex en série. On a aussi la maison unifamiliale plus conventionnelle. On a une série de pictogrammes, donc je vais avancer comme ça. On a le titre, les images. Il va y avoir une description sommaire de qu'est-ce que la mesure. Ensuite, on a une série de pictogrammes qui peut aussi aider plus rapidement le lecteur à s'orienter dans le guide. Donc, il va y avoir le premier pictogramme. On nomme à quel aspect du bâtiment il est question. Donc, est-ce qu'on parle de l'enveloppe, de la structure, de l'organisation? Est-ce qu'on parle des biens matériels? Est-ce qu'on parle vraiment de la personne elle-même? Ensuite, les 3 petits ronds, c'est pour un peu présenter la permanence ou la temporalité, dans le fond, d'une mesure. Donc, quelles mesures sont permanentes? Donc, une fois qu'on la met en place, est-ce qu'elle est là pour durer? Certaines mesures vont être réversibles et d'autres vont être temporaires. On parle aussi des expertises nécessaires pour mettre en œuvre la mesure et aussi on présente une série de mesures complémentaires pour augmenter l'efficacité de chacune d'elles. Les objectifs, en fait, il y a 4 grands objectifs à l'adaptation des bâtiments. Donc, à augmenter la sécurité des occupants, réduire les dommages à la structure. Il va y avoir aussi réduire les dommages aux biens et matériaux. On va réduire aussi les délais de rétablissement et de réoccupation suite à un aléa. Donc, ce n'est pas toutes les mesures qui vont remplir les mêmes objectifs. Plusieurs vont avoir aussi des avantages ou des co-bénéfices qui procurent d'autres bénéfices. Donc, par exemple, on va pouvoir augmenter peut-être la valeur d'une propriété, on va pouvoir peut-être préserver l'aspect d'un bâtiment, on va peut-être offrir des zones d'ombre plus agréables, donc prémunition face aux silos de chaleur, par exemple. Ensuite, la dernière partie concerne la mise en œuvre, les mises en garde, les considérations. Donc, c'est ce que dit. Donc, quelles sont les étapes à prendre?
Qu'est-ce qui peut aussi faire en sorte que la mesure ne soit pas applicable ou soit déconseillée dans certains milieux? Donc, pour les mises en garde et les considérations, et certaines astuces ou conseils complémentaires pour faciliter l'entretien ou augmenter les bénéfices liés à la mesure. Donc voilà, je vais vous présenter un peu plus dans le détail chacune des 3 catégories. Donc, les mesures clés. On va parler d'aménagement de zones refuge et de réaménagement d'espaces de vie. Souvent, ce type de mesure-là ne demande pas nécessairement de refaire ou de faire des grands travaux sur une maison. Dans le fond, c'est tout simplement de prévoir un lieu au-dessus de la cote d'inondation où les gens pourraient se mettre en sécurité dans le cadre d'une inondation. Par contre, certaines typologies de bâtiments, comme un triplex, par exemple, où on ne voudrait pas perdre de surface habitable, donc par exemple, on peut imaginer un triplex où il y aurait un espace habité en sous-sol, ben dans ce cas-là, peut-être que ce type de mesure-là va demander un ajout d'un étage si on ne veut pas perdre de superficie habitable. Même chose pour le réaménagement des espaces de vie, donc qui consiste foncièrement à mettre tous les espaces où on dort, où on prépare la nourriture, dans des étages qui soient hors d'atteinte de la cote de référence. La mise hors d'eau des équipements, donc c'est de voir soit la protection en place des équipements dans le sous-sol, donc par exemple rehausser laveuse sécheuse, ou aussi de remonter même les équipements si notre rez-de-chaussée est exposé au risque d'inondation, on peut aussi mettre hors d'eau tout ce qui est cuisinière. Donc, on peut favoriser, par exemple, un four encastrable qui soit posé à une certaine hauteur plutôt qu'une cuisinière conventionnelle. Pour des mesures comme ça qui sont un petit peu plus faciles à mettre en œuvre, mais qui a quand même besoin d'un peu plus de détails, on va toujours présenter un verso, là, donc une deuxième portion à l'affiche où il va y avoir des dessins qui vont rendre un peu la mesure plus facilement compréhensible, donc l'illustrer davantage. Les autres ici, il va y avoir la source d'énergie indépendante. Donc, il faut penser que lorsqu'il y a une inondation, souvent, ça s'accompagne d'une coupure de courant. Donc, c'est important d'avoir une autre façon d'alimenter ces appareils nécessaires, notamment ces pompes, ces dispositifs d'évacuation. Donc, beau avoir une belle pompe électrique, si celle-ci ne fonctionne pas, elle ne servira pas à grand-chose. On va parler aussi des dispositifs anti-refoulement. Et finalement, l'autre mesure clé, c'est l'étanchéisation des ouvertures. On peut dire aussi étanchéisation des fissures. Donc, c'est de s'assurer qu'il n'y ait pas de voie d'entrée d'eau dans une fondation, par exemple, mais c'est aussi d'avoir à disposition des batteurs d'eau, donc des dispositifs qu'on peut mettre de manière temporaire ou permanente sur certaines ouvertures pour minimiser l'entrée d'eau en cas d'aléa. La seconde catégorie, qui est sans doute la plus intéressante, je crois, parce que c'est là justement où, en fait, c'est là où la valeur de notre travail chez Architecture sans frontières est plus compréhensible, si on veut, parce que c'est là vraiment où on va commencer à parler d'architecture en tant que telle. Donc, on va parler de plancher, de murs, de menuiserie résiliente. Donc, dans ces fiches-là, qui vont être aussi détaillées, oui, c'est ça, je vais leur présenter tout ça. Donc, la plupart des fiches sont accompagnées comme ça de dessins qui vont vraiment mettre en image comment, ici, c'est l'exemple du mur résilient, donc comment construire un mur qui résisterait mieux aux inondations. Puis, on s'efforce aussi d'expliquer pourquoi. Donc, ça va aller autant dans le choix de l'isolant dans le mur. Certains isolants vont mieux, vont garder, dans le fond, en fait, quand on dit qu'un matériau a une bonne capacité globale de résilience, c'est parce qu'il va reprendre sa position ou sa forme suite à l'aléa. Donc, certains isolants, par exemple, si on pense aux laines minérales, vont s'affaisser, donc ils vont perdre complètement leur forme. Donc, on va perdre le pouvoir résilient, puis aussi le pouvoir isolant, mais aussi il va y avoir un grand danger peut-être de développement de moisissure. Donc, c'est ça. Donc, reprendre sa place, sécher rapidement. Puis l'autre aussi, c'est sa faible perméabilité. Donc, on va expliquer pourquoi privilégier certains matériaux
plutôt que d'autres. On va aussi expliquer l'importance de penser un mur de manière à ce que l'air puisse circuler à l'intérieur. En cas d'inondation, peut-être penser à des parois où certains éléments pourraient être amovibles pour favoriser le séchage suite à l'inondation. On va parler aussi de résilience, de menuiserie résiliente. Donc, c'est des trucs aussi simples que peut-être prévoir des charnières de portes qui soient amovibles. On peut penser que certaines maisons anciennes ont des belles portes en bois massif, on veut les protéger. Donc, il y a certains types de charnières qui permettent d'enlever une porte plus rapidement. Parler aussi de l'importance de ventiler le dessous d'un escalier ou même voir de faire un escalier sans contre-marche pour favoriser encore là le séchage suite à l'aléa. Ensuite, penser les planchers de manière à ce que l'eau ne soit pas absorbée. Peut-être aussi penser des comptoirs de cuisine où le tiroir le plus bas serait facilement retiré en prévision d'une inondation. Ensuite, les autres mesures d'adaptation, de résilience, c'est la redistribution du réseau électrique. On parle parfois dans la littérature d'électricité parapluie. Souvent, nous, nos maisons, le tableau électrique est au sous-sol et l'électricité monte vers l'étage. Il peut être possible d'imaginer le réseau électrique, dans le fond, qui vient plutôt du plafond. Ce que ça permet de faire aussi, c'est de déconnecter certaines zones du bâtiment. Donc, si on sait que le sous-sol risque d'être inondé, on peut garder actif le courant actif dans les zones supérieures qui sont hors d'atteinte des eaux. D'autres mesures un peu moins conventionnelles sont les évents d'inondation, qui sont des ouvertures qu'on peut faire dans la fondation, dans certaines portes, pour justement faciliter le passage de l'eau dans certaines zones du bâtiment. Ces mesures-là peuvent être pertinentes, notamment quand la fondation d'un bâtiment est peut-être un peu plus fragile. On peut penser aux bâtiments patrimoniaux que de toute façon, le sol n'est pas fini. Le fait de faire entrer l'eau à l'intérieur du bâtiment peut s'assurer que les pressions hydrostatiques de part et d'autre, de part et d'autre du bâtiment soient égalisées. Donc, ça réduit les charges, en fait, ça légalise les charges de part et d'autre de la fondation, puis ça peut minimiser le risque de fissure ou même d'affaissement des fondations. Et ensuite, l'aménagement résilient extérieur, qu'on pourrait appeler aussi une mesure d'atténuation, donc sans protéger complètement un bâtiment des inondations. Ben oui, on ne peut jamais vraiment le protéger, mais au moins, il va atténuer les effets d'inondation ou va favoriser le rétablissement parce qu'il va permettre une évacuation des eaux, une absorption des eaux plus rapidement suite à l'aléa. Ensuite, la dernière catégorie, ce sont les mesures d'évitement. Donc, élévation sur pilotis ou sur colonne, rehaussement des planchers aussi à l'intérieur même d'un volume d'une maison. Donc, par exemple, on peut penser à certaines maisons que le sous-plafond, rez-de-chaussée, il pourrait y avoir un 10 pieds de hauteur, surtout dans les anciennes maisons. On pourrait peut-être, à l'intérieur même du volume, rehausser le plancher d'une trentaine de centimètres afin de s'assurer que le plancher le plus haut habité soit au-dessus de la cote de référence. Donc, certaines ici, bon, c'est sûr que quand on parle de pieux et pilotis, c'est peut-être plus approprié pour une maison nouvelle. Par contre, il y a certaines techniques qui permettent aussi de construire par-dessus des fondations existantes qui seraient enlevées, donc de construire sur piliers, donc à partir de fondations existantes qu'on déciderait d'abandonner. Le rehaussement des fondations, aussi, on le voit de plus en plus au Québec, donc vraiment de conserver un sous-sol, mais de rehausser les murs plus haut, donc la maison devient aussi plus haute, un peu comme si elle était sur pilotis. Par contre, ça peut permettre de garder certaines fonctions au niveau du sous-sol. Il y a aussi l'hydrofugation des fondations, donc l'imperméabilisation complète des fondations, non seulement des parois verticales, mais aussi sous les planchers. Je le dis parce qu'on en a vu plusieurs exemples en 2017 ou 2019 en Beauce, donc des bâtiments bateaux, là, donc c'est un peu comme pratiquement des bouchons de liège, donc l'eau était tellement chargée, le sol était tellement chargé d'eau, le niveau d'eau était tellement haut que certaines maisons ont été littéralement soulevées. Donc,
clairement, l'hydrofugation a fonctionné. Il n'y a aucune goutte d'eau qui est rentrée dans la maison, mais la maison s'est ramassée perte totale parce qu'elle était désaxée. Et finalement, il y a l'ajout d'étage. Cette option d'adaptation peut être valable, par exemple, sur les petites maisons, les bungalows qui sont le long de rivières, donc qui ne permettent pas d'avoir une zone refuge à l'étage supérieur, ou dans le fond, ça permet aussi de relocaliser les chambres qui étaient au sous-sol, mais de les amener à l'étage supérieur. Donc voilà, cet outil-là, que je pourrais vous en parler plus en détail, a été lancé en mars dernier. C'était accompagné d'une petite page web qui est toujours en développement. J'ai mis le code QR. Là, si vous avez vos téléphones cellulaires, vous pouvez le photographier, puis vous allez arriver directement sur la page où vous pouvez consulter les fiches. Les fiches qui sont encore en évolution. Mais sur cette page-là aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des ressources complémentaires, notamment les outils du Centre Intact que je vous parlais tout à l'heure, mais aussi plusieurs référentiels qu'on apprécie beaucoup à l'interne, qui viennent de d'autres pays. Donc, au niveau réglementaire, c'est pas tout possible de faire ce que ces guides-là font, notamment, je pense à ceux réalisés en Australie, donc ils sont très, très complets aussi, donc vraiment des dessins techniques très poussés pour réaliser vraiment des adaptations qui résistent mieux aux inondations. Donc, je vous invite à aller voir cette page-là. Il y a aussi des liens vers différentes ressources gouvernementales. Si vous avez des ressources que vous souhaitez, que vous pensez intéressantes à ajouter à cette page-là, vous pouvez communiquer avec moi aussi, puis on va les ajouter avec plaisir. Donc voilà, c'est un peu le grand tour du projet, mais il nous reste un peu de temps. J'aimerais vous parler de où on s'en va avec ce projet-là. Donc, il y a énormément de choses sur la table présentement. Le projet le plus important qui est présentement en élaboration, en fait, l'élaboration de ce projet-là a été rendue possible grâce au financement de la SCHL, donc la Société canadienne d'hypothèque du logement. Donc, on a fait une demande de subvention au printemps dernier en collaboration avec le Centre Eau-Terre Environnement de l'INRS, donc de l'Institut national de recherche scientifique, qui sont basés dans la ville de Québec. Puis on avait aussi obtenu l'appui officiel du ministère de l'Environnement, de la lutte au changement climatique, de la faune et des parcs, pour proposer un référentiel d'équipements résidentiels et d'assemblages architecturaux pour faire face à l'inondation. Donc, l'idée, c'était de partir du référentiel que je viens de vous présenter sommairement, mais de développer des lignes directrices un peu plus poussées, vraiment des spécifications, donc quel type de matériaux plus précisément, donc vraiment avec des spécifications techniques, donc dans quelle mesure certains matériaux pourraient résister à certaines charges d'inondation. Aussi donner vraiment les critères plus précisément de quel type de matériaux choisir. À savoir aussi, on parle beaucoup de bâtards d'eau, de portes inondation, mais est-ce que ces équipements-là fonctionnent avec une certaine hauteur d'eau? Jusqu'à quel point les bâtards d'eau vont être utiles, à quel type de charge d'inondation vont résister, quel type de cadre de porte on a besoin. Est-ce qu'on peut mettre une porte de garage anti-inondation de 10 pieds de large dans une structure en bois, ou est-ce qu'on doit avoir des portes, une fondation en béton pour la soutenir? Donc, c'est un peu ça qu'on voulait faire. On veut développer des spécifications techniques pour justement faciliter la mise en œuvre et peut-être aussi influencer le code du bâtiment et aussi peut-être développer des nouvelles normes. Ce projet-là évolue très rapidement, donc il va impliquer l'évaluation des capacités des assemblages architecturaux, mais aussi des équipements de résilience, ainsi que la production de spécifications techniques, leur communication auprès des acteurs concernés et leur diffusion par les instances décisionnelles. Le référentiel détaillera des techniques de construction et d'installation d'équipements de protection et ici, c'est une particularité à faible coût. Donc, on ne s'intéressera pas ici à développer des spécifications techniques pour comment rehausser une maison sur pilotis. On va vraiment rester sur des options qui sont plus facilement
mises en place par les propriétaires et les occupants. Donc, on va parler d'équipements de protection manufacturés. Donc, je parlais de portes et fenêtres anti-inondation, de battaques d'eau temporaires ou semi-permanents. On va parler aussi d'assemblage architecturaux, donc comment construire un mur intérieur ou extérieur ou des planchers, comment les installer, est-ce qu'il y a des détails de construction qui doivent être pris en compte et tout ça. Donc, comme je l'ai dit, ce projet-là, il est en développement. On est en train de développer présentement les protocoles de recherche en vue de déposer une demande de financement plus élevée au mois de décembre prochain pour commencer le projet en mars 24. Beaucoup de partenaires se sont greffés à ce projet-là. Donc, comme je le disais tout à l'heure, la direction du projet, en fait, c'est nous, c'est Architecture sans frontières, et on a l'appui officiel du ministère de l'Environnement. Le projet, on a aussi sollicité une aide pour la coordination du projet parce que le projet devient très, très grand. Donc, il va y avoir un comité directeur qui va nous accompagner, qui est constitué de ministères, de sociétés d'État, de municipalités et de gouvernements locaux. D'autres groupes sont aussi à confirmer. Donc, lundi prochain, probablement qu'on va avoir encore plus de détails à vous donner à ce niveau-là. Le but, comme je disais tout à l'heure, c'est produire des outils pour accélérer l'adaptation des logements tout en préservant leur abordabilité. Donc, le projet va être divisé en différents segments. Donc, il va y avoir l'outil référentiel, donc qu'on part de l'outil existant d'Architecture sans frontières, mais qu'on va développer des nouvelles spécifications techniques, notamment grâce à des tests qu'on va faire dans le grand canal hydraulique de l'INRS, donc qui est littéralement un bassin ou on pourrait dire vulgairement une piscine à vagues de 120 mètres de long et de 5 mètres de profond, 5 mètres de large, dans lesquels on peut générer un courant continu. Donc dans lesquels on pourrait mettre des mini-maisons et les mettre à l'épreuve dans des conditions d'inondation données. Il va y avoir aussi, je suis un peu optimiste, là, mais on projette aussi faire des tests avec l'Université de Sherbrooke, avec le département de sciences du bâtiment. Donc, eux, ils seraient en charge de tout ce qui est les tests de mouillage. Donc, vraiment de descendre des assemblages de murs, de planchers dans différentes hauteurs d'eau, de mesurer le taux d'humidité, et voilà. Et aussi, on collabore avec d'autres professionnels de la construction, notamment des architectes et des ingénieurs, afin de développer davantage les mesures à mettre en place. La conception du référentiel comme tel, ce serait Architecture sans frontières qui serait en charge de ça. Mais en parallèle, il va y avoir différents autres projets qui vont rentrer dans ce grand programme, si on veut. Donc, il va y avoir, on s'intéresse au développement d'outils diagnostiques, donc bien beau savoir comment mettre en œuvre des mesures, mais encore faut-il savoir est-ce que ces mesures-là sont pertinentes pour ma maison et dans quelle mesure. Donc, avec certaines villes, certains ministères et certaines sociétés d'État, il y a différentes initiatives qui sont présentement mises en place, donc qu'on voudrait intégrer à ce grand projet-là. On a aussi une équipe qu'on a contactée pour justement voir à ce qu'on développe, percole vers les codes et les normes. Et aussi, on va avoir des collaborateurs pour développer des programmes de formation pour différents publics. Donc, par exemple, on a approché l'OAQ, qui est notre partenaire, je dirais, organique, puisque c'est une organisation sœur, ou même, je dirais, mère, donc voir à la formation des professionnels de la construction. On travaille aussi avec des associations de gouvernements locaux qui pourraient développer des formations pour les employés des villes qui sont souvent au front. Et voilà. Donc, et tout ça, ensuite, il y aurait le partage, la mise en œuvre et un acteur que je n'ai pas encore nommé, mais qui est une clé dans le partage et le partage des bonnes pratiques et aussi la mise en œuvre de ces mesures-là, ce sont les assureurs. Donc, c'est important pour nous de travailler présentement avec des assureurs, à savoir comment faire percoler les bonnes pratiques et comment faciliter leur mise en œuvre, notamment par des programmes financiers ou des incitatifs financiers. Je vais vous demander pour les priorités, en fait, on est en train de faire, autant pour un accompagnement qu'on fait avec le ministère de l'Environnement en lien avec les réflexions en cours par rapport au nouveau code permanent, mais aussi en lien avec le développement de l'outil qu'on veut faire. On fait un sondage depuis quelques semaines à savoir quelles sont les mesures, selon vous, qui devraient être
Ben, quelles spécifications techniques devraient être en priorité développées? Donc, je vous invite à prendre une photo de ce code QR-là. Vous allez arriver sur un Google Form tout simple où il y a une question, c'est bilingue. Donc, c'est ça. Mais j'ai mis ici en français la nomenclature parce que je pense que quand on va sur le Google Form, la première chose qu'on voit, c'est les mots en anglais. Mais ce que je veux savoir, en fait, vous avez le droit de cocher chacun 5 mesures. Donc, si vous, en tant que citoyen ou en tant qu'acteur de l'adaptation des bâtiments, quel type de mesures vous croyez les plus importantes, pas les plus importantes, mais quelles spécifications techniques devraient être développées en priorité afin d'encourager le plus rapidement la mise en œuvre de la résilience? Fait que je vous laisse quelques temps. Moi, je vais aller voir en temps réel vos réponses arriver. Euh, Juste voir l'heure qu'il est. Bon, fait que, à la fin de la période de questions, par exemple, on pourrait peut-être revenir vers les résultats du sondage. Puis j'aimerais ça juste discuter avec vous un peu de. En fait, personnellement, ça m'intéresse de connaître c'est quoi vos priorités selon vous. Puis ensuite, on pourra en rediscuter. Donc voilà, merci beaucoup de votre écoute. Merci beaucoup Hélène. Je tiens à spécifier que nous sommes aujourd'hui le 20 octobre 2023 pour toute personne qui va évidemment revoir le webinaire en enregistré. Je vous avise aussi, c'est écrit dans le chat que ce webinaire et tous les webinaires du risque sont enregistrés et rediffusés sur notre compte YouTube du réseau risque et il se trouve aussi le lien dans notre site web du risque. Merci infiniment Hélène. C'était très enrichissant, très instructif comme d'habitude. Et d'ailleurs, on a une foule de questions à laquelle tu dois répondre, s'il te plaît. Alors, Foucault Thomasé, c'est un étudiant. D'ailleurs, je pense qu'il était récipiendaire d'un des concours du risque. Il a posé quelques questions. La première, selon vous, quel serait le principal facteur de dégradation des bâtiments? Entre parenthèses, hauteur de submersion, durée de submersion, polluants, contenu dans l'eau, effet d'embâcle. Ça, c'est la première question. Ben, ça dépend beaucoup. C'est sûr que présentement, on s'intéresse davantage dans les codes, pas dans les codes, là, mais dans les règlements. Présentement, on ne parle que de hauteur d'eau. Je pense qu'on ne peut pas prendre la hauteur d'eau de manière isolée parce qu'une hauteur d'eau avec un fort débit n'est pas la même chose qu'une hauteur d'eau avec pas débit du tout. Et en fait, moi, je dirais que un des facteurs les plus importants, j'ai l'impression, c'est la durée de l'inondation. Donc, le temps que l'eau va rester à l'intérieur. C'est sûr que dans des cas extrêmes, le débit, la hauteur d'eau, justement, dans les zones de très, très grande intensité, bon, il va y avoir des débris énormes sur une maison, mais en général, pour la plus grande majorité des problèmes liés aux inondations au Québec en ce moment, c'est sûr qu'on peut faire une parenthèse, il ne faut pas penser à ce qui s'est passé cet été à Baie-Saint-Paul où il y a vraiment des pans de maison qui sont partis, là, mais en général, c'est la durée de l'inondation. Donc, une maison, des matériaux, dans le fond, qui vont être mis sous l'eau pendant 72 heures, il va y avoir par capillarité énormément d'eau qui va monter dans les structures, dans les isolants, dans les revêtements. Donc là, il va y avoir un risque de moisissure. Donc, pas nécessairement de bris structuraux, mais la moisissure qui va s'installer et donc des problèmes assez majeurs peuvent en découler et durer très, très, très longtemps. Mais les autres sont tout aussi importants. Et voilà. Hélène, quelles seraient selon vous aussi les principales menaces en matière de sécurité pour un résident dans son bâtiment en cas d'inondation? Ça dépend encore du type d'aléa. C'est sûr qu'en zone de grand courant, ben, ce qui est dangereux, c'est que la maison soit mal ancrée ou que la structure ne soit pas faite pour résister à des charges. Donc, il peut y avoir des bris structuraux, donc la maison se brise. Par contre, comme je disais, le plus grand, je dirais que présentement, le plus grand danger pour les personnes qui subissent des inondations, c'est beaucoup plus un danger au niveau de la santé mentale. Parce que souvent, le processus de rétablissement va être excessivement long. Tout aussi, bon, étant donné qu'il y a peu de programmes de financement, peu d'aides qui s'organisent,
Je dirais que le plus grand risque lié aux inondations pour une personne, présentement, c'est un risque de santé mentale. On peut penser aussi aux enjeux psychosociaux liés à la relocalisation. Donc, oui, les personnes physiquement vont être mises en sécurité, mais il y a plusieurs études qui démontrent, notamment des travaux que Emmanuel Bouchard-Bastien à l'INSPQ a fait. Donc, elle en vient en parler de suicide, de dépression, donc de maladies psychologiques récurrentes. Donc, il y a aussi Daniel Maltais, qui est très proche du risque, qui s'intéresse à ce genre d'enjeux-là. Donc, moi, je dirais que c'est probablement au Québec, c'est ça, présentement, les risques les plus grands pour la santé. Puis, si j'ose ajouter aussi, Hélène, c'est la santé mentale à cause d'un déficit au niveau de pouvoir payer parce que c'est un sinistre aussi au niveau des finances. Donc, les personnes, ils considèrent qu'ils ont perdu toutes leurs économies, puis ils sont face à des paiements énormes. Donc, c'est ce qui cause aussi ce stress financier. Mais entre autres, au niveau de la santé mentale, Jean-Bernard Guindon, il pose la question ou il donne une affirmation. Il dit la mesure la plus efficace pour protéger un bâtiment situé en zone inondable, c'est de déménager le bâtiment. Est-ce que la mesure, oui, la mesure est très radicale, mais très perturbante pour les propriétaires. Qu'en pensez-vous, Hélène? Ben, en fait, ça dépend tout le temps. C'est sûr que, comme je mentionnais les études d'Emmanuel Bouchard-Bastien, qui s'est intéressé aux effets psychosociaux d'une relocalisation suite à un aléa qui n'est pas nécessairement un aléa d'inondation. Donc, on va venir en parler de dépression et même de suicide. Donc, il y a un fort, l'attachement en lieu est très, très fort et deux fois devient pratiquement un peu plus important. Puis là, je viens de perdre le fil de mes idées, mais excusez-moi. Donc, oui, Qu'en la pensez-vous? relocalisation peut être une... Oui, c'est ça. Il y a les enjeux financiers, les enjeux, les enjeux psychosociaux, mais aussi les enjeux financiers pour les municipalités. Donc, par exemple, si on pense à Baie-Saint-Paul, où le cœur du village a été frappé de plein fouet au printemps dernier, une ville financièrement ne peut pas nécessairement se remettre de la défragmentation de son tissu urbain. Donc, il faut voir comment on peut repenser les cœurs de ville. Donc, oui, peut-être la relocalisation d'une maison, mais peut-être la construction de bâtiments autres. On peut penser pas tant des maisons, mais offrir encore des options d'habitation qui seraient vraiment conçues pour mieux cohabiter avec l'eau. Il y a des projets en France, des projets un petit peu partout qui existent présentement. Donc, ce n'est pas des maisons unifamiliales, mais ce sont des plus grands complexes qui sont construits dans des zones inondables, mais qui sont conçus avec des accès protégés, avec des types de fondations qui peuvent résister à une certaine aléa. Mais encore là, c'est sûr qu'on ne fait pas ça dans les zones de grand courant, là, mais c'est jamais complètement noir et gris, noir ou blanc. Voilà. Merci Hélène. Donc, Bernard Deschamps, qui est aussi notre collègue et qui travaille sur les enjeux des assurances. Tu as fini ta présentation par les assurances. Il te pose la question sur les principaux freins pour mettre en œuvre ces mesures. Il pense au coût et aussi au code du bâtiment. Quels sont les freins selon toi, Hélène, pour mettre en œuvre toutes ces... Ben, il y a le coût, le code. C'est sûr que le code, tant et sous longtemps, qui ne réglemente, ne rend pas nécessaire ce genre d'adaptation-là, peut-être que ça va être difficile de les faire suivre. Mais il y a un manque aussi de connaissances techniques. Il y a un manque de formation au niveau des professionnels. Donc là, même si on sort plein d'outils qui montrent comment mettre en œuvre une mesure, si personne ne peut vraiment la mettre en œuvre, donc ça prend des ressources sur le terrain pour le construire, ça prend des contracteurs, ça prend des ingénieurs, donc ça prend vraiment des professionnels du bâtiment qui vont emboîter le pas. Donc ça, je dirais que c'est un frein qui est assez considérable, d'autant plus qu'on pense, encore là, je vais encore parler de Baie-Saint-Paul, où il y a plus d'une centaine de maisons qui ont été endommagées lors de la dernière crue. Les ressources, même s'il y avait quelques professionnels du bâtiment qui étaient disponibles pour mettre en place les mesures, ben, il n'y en a pas une quantité infinie. Puis là, souvent, avec les assurances, il faut bouger rapidement. Donc, il y a encore là un problème de mise en œuvre. Et si je reviens encore aux assurances, certaines assurances vont, pour aller plus rapidement, dédommager
en repayant une construction à l'identique. Donc, on va repayer pour les murs en gypse, on va repayer pour le plancher, le faux plancher en bois dans le sous-sol. Donc, il va falloir voir un peu peut-être, j'ai l'impression, les clauses aussi au niveau des assurances. Donc, s'il y a un sinistre, les personnes pourraient être dédommagées à condition que les personnes mettent en place des meilleures pratiques, en fait. Fait que, C'est aussi le cas du ministère de la Sécurité publique, Hélène. En oui. travaillant en rétablissement, lorsque le citoyen il a accès à l'aide financière, il faut absolument que le travail soit fait à l'identique, chose qui ne correspond pas à ce que tu viens de nous présenter aujourd'hui. Si on veut s'améliorer et puis réduire notre exposition, faudrait bien améliorer la situation et puis ne pas revenir à l'identique. Oh là, alors, Vincent Germano, notre cher conseiller scientifique au risque, il nous a posé un très grand nombre de questions. Pouvez-vous préciser le processus que doit mener un propriétaire pour établir ces mesures? Vous avez parlé, qu'il me semble, de professionnels, de conseillers qui conseilleraient sur les mesures à mettre en œuvre. Qui sont-ils? Est-ce que ce sont les architectes, les constructeurs, les spécialistes en résilience du bâtiment? Par ailleurs, à l'heure où le Québec s'organise pour se définir et cartographier la zone inondable, quelle formation est fournie aux propriétaires sur le niveau de crue potentiel affectant son habitation? Cette information est en effet primordiale pour ne pas conseiller une mesure non adaptée au bâtiment. Bon, c'est une question fleuve. En fait, la première étape aussi, ça va être, je dirais, de connaître le cadre réglementaire d'une zone. Donc là, on va parler autant les zones, les cadres réglementaires qui vont régir justement la construction en zone inondable, mais il y a aussi tous les codes réglementaires liés à la construction. Donc, c'est souvent, on parle beaucoup de codes, mais en fait, il faut savoir qu'une maison n'est pas on n'a pas besoin de suivre le code pour rénover le sol de sa maison ou même de construire une maison unifamiliale. Le code du bâtiment du Québec, c'est pour j'ai toujours mélangé, là, si c'est 8 ou 6 ou 8 logements ou pour les bâtiments publics, les bâtiments institutionnels et tout ça. Donc, une maison, souvent, n'a pas besoin d'être au code. Par contre, elle doit respecter les codes, les règlements de construction de sa municipalité, qui elle-même, oui, va quand même s'alimenter dans les codes. Donc, d'une part, c'est de s'assurer que notre projet rentre dans les règlements. Par contre, ce que j'aime dire, c'est que des règlements de municipalité, c'est fait pour être changé. Présentement, il y a plusieurs municipalités que pour construire une maison, il faut qu'elle soit sur des fondations continues en béton coulé de 1,2 mètres de profondeur. Puis c'est comme, on définit ainsi la fondation. Donc, d'emblée, tout projet sur pilotis, sur pieux, sur fondation amphibie, disons, ne sont pas admis, sauf si le propriétaire et ou son architecte et son ingénieur démontrent que le projet est réalisable. Donc, ça devient à la charge du propriétaire et de son équipe de projet de faire la démonstration de la viabilité, de la durabilité et de l'efficacité de son projet. Donc, c'est pour ça que nous, on challenge de plus en plus les municipalités pour qu'ils mettent à niveau certains règlements, dont la définition de la fondation pour l'updater un peu. Donc, ça, c'est la première chose, c'est de connaître les cadres réglementaires en vigueur. Et ensuite, c'est de trouver une personne avec qui on pourrait mettre les travaux en œuvre. Donc, c'est pour ça que c'est primordial d'avoir des outils pour les citoyens, pour qu'ils puissent eux-mêmes avoir une idée de qu'est-ce qui est possible pour leur maison, pour que quand ils vont rencontrer leur architecte ou leur entrepreneur général, leur disent, regardez, voici, je sais que je peux construire des murs résilients. Est-ce que vous pouvez m'aider à mettre ça en œuvre? Si le citoyen n'est pas d'emblée informé, quand il va aller voir son entrepreneur général, il va dire, j'ai besoin de refaire les murs dans mon sous-sol, mais sans nécessairement lui parler de murs résilients. Donc, je pense qu'il y a une formation à faire au niveau des citoyens. En fait, c'est plus une sensibilisation. Et ensuite, une fois que cette sensibilisation-là va être faite, la construction en tant que telle de murs résilients, de planchers résilients n'est pas sorcière. C'est des choses, c'est très, très, très low-tech. Je pense que même avec les outils de base qu'on a, un bon entrepreneur, un bon architecte va être capable de mettre en œuvre ces mesures-là assez simples. Par contre, pour d'autres types de mesures, comme justement les bâtards d'eau, les portes anti-inondation, il va y avoir des calculs un peu plus grands à faire. Donc, il va falloir connaître un peu mieux son aléa. Donc là, c'est là que les cartes d'inondation vont être importantes. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, une charge d'inondation sur un bâtiment peut être
assez violente sur sa structure et causer des faiblesses. Donc, dans certains cas, il est même préférable pratiquement de laisser une fenêtre ouverte pour que l'eau puisse entrer dans une fondation, par exemple, pour le maintenir en place plutôt que de briser. Fait que là, on te rend compte des architectes, pas des architectes, mais des ingénieurs qui sont capables de faire des calculs. Là, ma réponse est un peu longue, là, mais c'est vraiment la chaîne de professionnels à rentrer dans tout ça est assez grande. Voilà. Fait que réponse fleuve pour question fleuve. On pourra en parler longtemps encore. Merci, merci Hélène. Ben, le débat est très, très riche. On est arrivé à 13 heures. Merci Ariane Hamel, notre aussi collègue, collaboratrice qui nous a informé des projets, des travaux de recherche de Nathalie Saint-Amour, Daniel Maltais et Mylène Riva, les co-directrices du risque sur les enjeux psychosociaux, qui elle répondait à Hubert Doucet, qui lui aussi, il nous informe des travaux de Mélissa Généreux, qui elle aussi collaboratrice avec nous au risque et qui travaille sur les effets de la santé. Foucault Thomasé, il a posé une question sur la cartographie. Je vais vous donner le lien dans le chat, considérant que le temps est terminé. Donc, la cartographie de la zone inondable, elle est actuellement en cours de révision et les personnes peuvent se renseigner sur leur positionnement à travers la carte. Hélène, je te laisse la parole pour le mot de la clôture. Merci beaucoup. Oui, ben, merci beaucoup. Je regarde à l'instant les résultats du sondage, donc on va conclure là-dessus. Donc, présentement, les mesures qui semblent être les plus prioritaires à développer, c'est justement comment mettre en place tout ce qui est valve, anti-retour et compagnie. Et on parle aussi de tout ce qui est sump pump, de pompe. On parle de barrières anti-inondation aussi, mais on s'intéresse beaucoup à la construction de murs résilients. Donc, voilà, c'est les cinq qui ont été affichés en premier. Voilà. Ben, merci beaucoup. Puis, suivez-nous. Merci à toi, Hélène. Vous trouvez les références et toutes les informations sur le site Architecture sans frontières Québec. Toutes les informations d'Hélène sont aussi disponibles sur ce site-là. Est-ce que ça serait possible de partager la présentation en format PDF avec le public? C'est une question. Oui. Donc, oui, Olivier, Valérie, ma collègue, va partager avec vous l'information. Merci encore, Hélène. Merci à toutes et à tous d'avoir restez avec nous. Merci à notre public. Soyez au rendez-vous au prochain webinaire. Je remercie encore une fois Hélène Lévasseur, directrice éducation chez Architecture sans frontières Québec, pour cette merveilleuse présentation. Je vous souhaite une excellente après-midi et un excellent fin de semaine. À bientôt. Au revoir.